Voilà, nous allons traiter d'un sujet qui n'est pas zen du tout et qui a tendance à bien nous prendre la tête. Mais peut-être qu'on peut y voir clair tous ensemble et surtout mieux comprendre et mieux retrouver les promesses du travail. Vous vous souvenez de la parution du livre de Marie-France Irigoyen en 1998. On entoure souvent d'une aura prophétique ces livres qui donnent un nom à un mécanisme, à un phénomène qui n'en avait pas encore jusque-là. Et c'est vrai que ce livre a déclenché une traînée de poudre dans notre société unique, finalement, dans l'histoire de la législation, parce qu'il mettait un mot sur un climat négatif absolument sans précédent dans le monde du travail. Et malgré la très grande richesse des études de beaucoup de chercheurs en santé au travail, c'était d'évidence cette notion-là de harcèlement moral qui tout d'un coup envahissait tous les discours. Vous vous souvenez, à cette époque-là, la prise de parole de nombreuses victimes très médiatisée, la création d'associations, puis de consultations spécialisées, et puis surtout la promulgation très rapide d'une loi, janvier 2002, faisait de cette affaire une première dans l'histoire du droit du travail. Pourquoi ? Parce qu'une loi au pénal, pas simplement au civil ou au prud'homme, mais au pénal, signifie fortement que toute une société est atteinte. C'était de surcroît une loi qui venait du peuple, d'en bas, de nous tous, citoyens. Pour la première fois, une notion psychologique devenait un délit et provoquait l'émergence civique d'un malaise extrêmement profond. Et en tout cas, cette émergence, tous les chercheurs n'avaient pas réussi à la provoquer. L'intuition clinique de Marie-France Irigoyen correspond à ce processus très connu qui fait que dans certains lieux, à certaines époques, à certaines croisées de chemins, il y a comme ça des sentinelles qui s'aventurent, qui zooment sur un aspect du réel qu'ils nomment, et parce qu'ils nomment, rendent plus intelligible ou en tout cas plus dissible l'expérience vécue par beaucoup. Tous les salariés criaient alors « Je suis harcelé ». Prouvez-le, disait-on en retour. Nous sommes stressés, mais tout le monde l'est, leur répondait-on dans les entreprises. Pourquoi ? Insuffisance tragique de la plainte individuelle, du contenu de cette plainte sur le harcèlement d'abord, centré uniquement sur la psychologie du fameux couple, le cadre pervers narcissique et la pauvre victime fragile. Du pouvoir d'action de cette plainte quand elle n'est pas portée par un collectif de travail, mais par une seule personne, quand elle n'évoque pas l'activité de travail, mais uniquement la souffrance que l'on y ressent. Pour moi, c'est là que se situe la faille de cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'une plainte individuelle dans le monde de l'entreprise est toujours renvoyée à l'histoire personnelle, aux difficultés intimes. « Oh, mais il est fragile. Oh, mais il est en plein divorce. Oh, elle a perdu son mari l'année dernière. » Et puis, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quelqu'un qui se plaint de quelqu'un, un chef, un cadre, un collègue, et qui, dans la description des difficultés qu'il rencontre, malheureusement fait l'impasse sur la description de son travail. Il s'en tient mordicus à une histoire de personne, de caractère, de méchanceté, et le conflit, au mieux, devient un conflit de bonnes femmes ou de bons hommes. Or, c'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est dans le travail, tel qu'il faut le comprendre, que gît la vérité de très nombreuses situations de souffrance au travail. Pourquoi ? Eh bien, il faut être persuadé que le travail est d'abord source de nombreuses promesses. D'abord, la promesse de l'utilisation et de l'amplification de nos savoir-faire, des pouvoirs de notre sensorialité, de notre motricité, de nos facultés cognitives, de notre corps. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsqu'on travaille, on développe toute cette attention de tous les sens, de l'intelligence, toutes ces facultés cognitives, au service du fait de devenir un bon professionnel. Moi, quand un patient rentre dans mon cabinet, je ne fais pas un effort intellectuel pour faire un diagnostic, mais je sais à l'œil, à l'atmosphère,
à la manière dont il s'assied, raide ou relâché, à la pâleur de ses téguments, au fait qu'il a les yeux dilatés, aux gouttes de sueur qui coulent de son front. Tout ça, ce sont des signes qui représentent, dans mon jargon, la sémiologie de mon métier. Et ces signes, ces signaux qu'émet le corps de l'autre, qu'émet la posture de l'autre, sont reçus par moi et immédiatement interprétés. Et donc, je n'ai pas besoin de passer 10 ans avec ce patient-là pour savoir qu'il a une angoisse psychotique, ou une angoisse de détresse, ou une angoisse névrotique, ou qu'il est en pleine dépression. C'est mon métier de décrypter ces signes. Ce que j'essaye donc de vous dire, c'est que nous travaillons tous avec notre corps. Le professeur des écoles qui entend que dans la classe, ça commence à piailler un peu trop fort, que ça commence à s'énerver, c'est à l'oreille qu'il comprend que le niveau de décibels n'est pas loin du chahut, et c'est parce qu'il a de l'expérience qu'il va très vite introduire une activité d'éveil d'un autre secteur cognitif afin que les enfants se reconcentrent sur autre chose. Ce que j'essaye au fond de vous dire, c'est que nous travaillons par corps. Lorsque nous sommes de bons professionnels, le travail est sédimenté dans notre corps, dans ce qu'on appelle en neurophysiologie les mémoires procédurales. D'ailleurs, dans les états d'Alzheimer, alors que quelqu'un peut avoir oublié comment il s'appelle, le nom de sa fille, eh bien, si on lui demande de répéter un geste de métier, du métier qu'il faisait, là, sa mémoire sera d'une précision neurophysiologique. Cette incorporation du travail est un mécanisme absolument exceptionnel. Ça m'ennuie de vous faire pleurer déjà. Ça fait plaisir d'être ici, d'avoir cette force de venir. Alors, c'est bien. Non, non, mais je vous en prie, vous pleurez d'émotion. Je suis désolée, moi aussi, c'est mon métier. Je ne peux pas passer à côté de quelqu'un qui pleure sans le voir. Voilà. Bon, vous pleurez de joie, alors on va dire. C'est bien. Voilà, j'essaye de vous dire qu'au fond, même pour moi, dite intellectuelle, le travail, je le fais avec tout mon corps, avec l'engagement de tout mon corps, avec ce que Christophe Dejour appelle très joliment l'agir expressif. Quand nous essayons d'exprimer une intention à quelqu'un, nous avons une posture, une manière de bouger notre visage, de nous présenter, qui fait que l'autre comprend cette intention et en retour réagit à cette manière d'être. Donc laissons un peu de côté les intellectuels pour revenir à cette promesse majeure qu'est le travail de nous amplifier. Si par exemple je suis jeune menuisier en formation, on va me mettre devant un morceau de bois, on va me donner un outil, une gouge, et je vais tenter de travailler cette pièce de bois. Cette pièce de bois va donc être essentiellement la rencontre entre mon corps, l'outil, et la matière bois. Et c'est grâce à cet outil que je vais petit à petit savoir que le bois est tendre, que d'autres sont durs, que certains ont des nœuds qu'il faut savoir contourner, que certains cassent ou sont friables. Je vais faire avec mon corps, au travers de l'outil, l'expérience de la rencontre avec le réel. Mais bien évidemment, si avec mon outil, je vais modifier ce bois, en retour, le bois, au travers de l'outil, va me modifier aussi. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en travaillant, nous nous produisons nous-mêmes. Nous produisons cet élargissement de nos compétences qu'on oublie si souvent. Ça n'est pas la seule promesse du travail. L'autre promesse du travail, elle vous apparaîtra élémentaire, mais malheureusement, elle est très compromise. La promesse de l'émancipation sociale par l'autonomie financière, la possibilité de quitter sa famille pour fonder la sienne, de payer un logement et de s'assumer, d'être autonome. Quelle promesse est-on en train de gâcher chez nos jeunes en ce moment sur le marché du travail, alors qu'ils sont embauchés à des salaires tellement bas qu'ils ne peuvent pas se loger et doivent retarder éternellement le temps de cette émancipation par rapport aux parents. Et puis le travail, c'est la promesse de l'accomplissement par le regard des autres sur ce que nous fabriquons. Le regard de notre hiérarchie, le regard de nos collègues, le regard bien sûr du client, du patient, de l'usager. Parce qu'en psychodynamique du travail, on décline la manière d'être reconnu dans son travail autour de la notion de jugement.
Ce sont des concepts intéressants que je vous transmets parce que je crois que c'est utile dans le monde du travail d'avoir plus que 2 mots pour décrire ces difficultés quand ça ne va pas bien. Harcèlement et stress, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que nous attendons finalement de l'usager, du patient? En retour, qu'il nous dise ah, Madame Peset, qu'est-ce que je me sens mieux qu'à l'arrivée, là, mon angoisse est levée. Eh bien moi, quand mon patient repart et m'a dit qu'il se sentait mieux, je suis soulagée. À l'hôpital, quand une infirmière a fait un beau pansement, que le patient n'a plus mal et s'en va tout content, elle repart en pouvant rapatrier, y compris la fatigue de toute la journée de travail, mais en tout cas la réussite de tous ces patients et l'amélioration de leur état, elle peut rapatrier tout ça dans la construction de son identité. Alors ce jugement d'utilité, où en est-on avec cette affaire lorsque l'organisation du travail nous fait tous travailler de manière dégradée, sans les moyens, sans le temps, sans les effectifs, et que nous savons que nous faisons les 3/4 du temps du sale boulot fait à la va-vite sur un coin de table. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un massicoteur complètement décompensé parce qu'il avait jusque-là toujours fait, comme il disait, de la belle ouvrage. Et là, depuis quelque temps, les impulsions productivistes qui pesaient sur son entreprise obligeaient à aller plus vite. Et si on va plus vite, on se trompe. C'est d'ailleurs le slogan qui est mis en image sur le site Souffrance et Travail que j'ai ouvert le 1er mai dernier. Plus vite, et c'est là qu'on se trompe. Et donc il me disait, j'en vois depuis quelque temps des rames coupées de travers. Et quand je dis à mon chef d'atelier, mais il faut que je la refasse, on ne peut pas envoyer ça au client, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est le service après-vente qui s'occupera de la plainte du client. On ne peut pas aller bien quand on travaille comme ça. Ce n'est pas possible. Donc cette promesse de recevoir sur le travail le jugement d'utilité est compromis. L'autre jugement important, c'est le jugement de beauté. Quand on fait une formation, quand on fait des études et qu'on a ensuite un diplôme, quel que soit le niveau de ce diplôme, on intériorise tous les savoir-faire d'un corps de métier, les règles de métier qui doivent être accomplies. On apprend à faire le métier dans les règles de l'art, ça s'apprend comme ça. Et on est jugé par nos pairs. Pour passer l'examen de fin de formation, ce sont nos pairs qui nous jugent, qui décident qu'on sera un bon avocat, une bonne auxiliaire puéricultrice, une bonne psychanalyste. Et puis plus tard, en exerçant notre métier, nous allons quelquefois faire œuvre d'originalité. Nous allons inventer une nouvelle manière de travailler, qui sera, si cette manière de travailler est intelligente et apporte quelque chose, qui sera rapatrié dans le process officiel de travail. Et alors, quel merveilleux épanouissement que de se dire eh bien, que grâce à tel article ou tel livre, la communauté de vos pairs est capable de faire différemment autour d'un état psychique, qu'on a inventé tel outil et que grâce à ça, le travail se fait plus facilement. C'est nous tous qui enrichissons les process de travail. Nous sommes les rouages qui tenons le monde du travail au quotidien et qui lui apportons sa chair vive et sa capacité de transformation. On nous le fait un peu trop oublier au travers d'entretiens d'évaluation toujours négatifs. Et puis, il y a encore des promesses du travail. La promesse du travail, c'est aussi la possibilité de continuer, à l'âge adulte, la construction identitaire commencée dans l'enfance. Vous le savez bien, hein, la manière dont nous aurons été en relation avec nos parents, les traumatismes que nous aurons traversés, les difficultés, tout cela va laisser des cicatrices dans notre personnalité. Et à l'âge adulte, nous allons emporter ce squelette de construction identitaire sur 2 scènes de théâtre essentielles pour être reconnus. La scène du théâtre amoureux, ce n'est pas du tout la conférence d'aujourd'hui, désolée. Surtout que la question de l'amour ne solde pas toujours non plus la question de l'identité, parce qu'il y a des amours difficiles et déstabilisants. Mais c'est vrai que pour aller bien, savoir qu'on est tout, qu'on est la personne unique dans les yeux de quelqu'un, c'est évident, ça aide.
il y a, à côté de la sphère du théâtre amoureux, le théâtre du champ social. Et là, le travail occupe une place essentielle. Nous y passons 8 à 10 heures par jour, quand ça n'est pas plus. Surtout qu'avec les nouvelles technologies informatiques, nous sommes connectés au travail jour et nuit, et que même en dehors de ça, lorsque nous quittons une entreprise, nous ne laissons pas notre identité professionnelle dans les vestiaires. Nous emportons le travail dans notre tête, nous en rêvons la nuit, nous nous réveillons la nuit pour y réfléchir. Quelquefois, nous nous réveillons, mais oui, bien sûr, c'était ça qu'il fallait faire. Le travail nocturne a permis de trouver la solution. Beaucoup plus souvent, c'est mon Dieu, j'ai pas fait ça, il me reste encore ça à faire. Et j'ai dépassé la deadline et qu'est-ce que je vais dire à ma chef de service? Donc le travail nous travaille, absolument sans arrêt, jour et nuit. Cette promesse d'accomplissement par le regard de l'autre sur nous, elle ne peut pas se faire en faisant n'importe quel métier. Moi, je dis toujours, parce que j'ai travaillé longtemps dans un hôpital extraordinaire qu'on veut fermer, qui s'appelle l'hôpital Max Forestier, qui reçoit la plus grande précarité de ce pays depuis toujours, et qui a permis d'ailleurs, par ses aspects baroques, de créer des consultations très originales qui n'auraient pas pu être créées ailleurs, comme le SAMU social, par le docteur Emmanueli, qui a d'ailleurs démissionné récemment, ou la consultation souffrance et travail par moi il y a 16 ans, qui a été licenciée il y a 2 ans. C'est important de finalement comprendre que le petit garçon qui arrache les pattes des mouches dans l'enfance ou qui aime bien coller les papillons vivants sur des plaques de liège et qui donc d'évidence est un petit peu sadique, mais c'est formidable qu'à l'âge adulte, il puisse sublimer ses pulsions sadiques et devenir un bon chirurgien. Heureusement que la petite fille qui regardait au trou de serrure et qui s'acharnait à ouvrir les placards fermés à clé a pu sublimer son voyeurisme et devenir psychanalyste à l'âge adulte. Heureusement que chacun d'entre nous peut trouver dans le champ social un métier où il pourra exercer ce petit montage pulsionnel dont nous sommes faits. Tout le monde ne peut pas être employé des pompes funèbres. Tout le monde ne peut pas nettoyer le corps de quelqu'un qui vient de mourir. Toutes les infirmières ne peuvent pas travailler dans n'importe quel service. Et quant à l'assistance publique, on a comme projet de faire un immense pool de 3000 infirmières, histoire de faire des plannings magnifiques. Mais on va envoyer des infirmières de pédiatrie dans des services d'urologie, des infirmières de soins palliatifs dans des services de pédiatrie, comme si les savoir-faire, les compétences, le métier n'avaient pas d'importance et qu'il suffise de remplir les trous du planning et que surtout ces infirmières se taisent. En tout cas, sachez que dans les banlieues où depuis 2 ou 3 générations, le travail, l'emploi n'existe plus, il ne faut pas s'étonner que ces pulsions partielles fassent des ravages de violence. Le travail reste, en 2011, le plus grand pacificateur social que l'on puisse trouver. Et si quelqu'un a une autre idée que celle-là pour pacifier la société, qu'il nous la donne, moi je n'en vois pas. Enfin, la dernière promesse que remplit le travail, c'est que le travail nous oblige à sortir de chez nous tous les jours. Il nous oblige à entrer dans le champ social, à aller dans l'entreprise. Il nous oblige donc effectivement à entrer en contact avec les autres. Le travail, c'est la promesse de l'apprentissage du vivre ensemble. C'est la condition de la construction de la solidarité. Le monde du travail, c'est l'espace social qui nous oblige à interagir avec les autres. Travailler, vous l'avez entendu, c'est donc se travailler et travailler ensemble. Première difficulté majeure dans cette affaire, pour chacun d'entre nous en tant que travailleur, le travail s'éprouve plus qu'il ne se décrit. Qui d'entre vous sait décrire son travail? C'est une donnée complexe. Il faudrait que chaque travailleur possède des disciplines aussi complexes que la science, l'ergonomie, la biomécanique, la loi, la psychologie individuelle, la sociologie,
Toutes les situations de souffrance au travail nécessitent des diagnostics de regard croisé, pluridisciplinaires. Aucun d'entre nous dans le réseau de consultation ne peut prétendre posséder tous les savoirs nécessaires à un diagnostic véritable. Le problème pour celui qui travaille, c'est qu'il est seul sur le terrain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il possède la connaissance du travail par corps. Vous le savez, quand on lui dit « mais expliquez-moi », « ah mais moi je ne peux pas vous expliquer, je travaille comme ça, quoi, c'est réflexe, j'y pense pas ». Nous sommes habités par le travail. Le travail est déposé, enfoui, sédimenté dans les gestes, dans notre mémoire. C'est au terme d'années d'apprentissage, c'est au terme de l'accomplissement de milliers de gestes de métier, 1000 fois répétés, ajustés, que petit à petit se noue un lien extrêmement étroit entre l'activité de notre corps et les savoirs techniques d'un corps de métier. Quand vous regardez une danseuse étoile, mon Dieu que ça a l'air facile et fluide. Heureusement qu'on ne voit pas les milliers d'heures de répétition, les milliers d'heures passées à la barre, les milliers de fractures d'orteils, les pieds en sang et toute la souffrance et toutes les difficultés, simplement pour arriver à vous donner cette impression de naturel, comme si c'était naturel. Non, chacun d'entre vous le sait bien, s'il interroge sa pratique, ce qui a l'air d'être comme ça facile est très souvent très travaillé. Oui, bien sûr. Mais cette sueur-là, elle nous permet de nous produire. Hein. Le travail n'est pas qu'un fardeau qui n'aboutit à rien. Hein. Travailler, c'est se mettre à l'épreuve, c'est découvrir encore une fois à l'intérieur de soi des limites qu'on n'osait pas franchir. Et c'est donc se produire au fil du temps et devenir un être humain de plus en plus accompli, de plus en plus sûr de son expérience, de plus en plus sûr qu'à 50 ans et un jour, il sera malheureusement licencié ou bien placé en situation de harcèlement pour s'en débarrasser. Vous aurez entendu que c'est à cause de toutes ces promesses, extraordinaires promesses du travail, que forcément le travail est aussi source de souffrance spécifique, de destructivité massive, incompréhensible de l'extérieur et même le plus souvent incompréhensible pour celui qui travaille et qui souffre. Et qui se dit « mais je suis donc devenu si mauvais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne suis plus bon à rien. » Et le voilà dévasté et incapable de comprendre qu'il est l'objet d'un processus particulier. L'intuition clinique qui nous a poussé il y a 15 ans, tout notre réseau à créer les premières consultations souffrance et travail, s'appuyait sur la perception chez les patients qui venaient nous voir de tableaux cliniques inhabituels, d'une intensité féroce, des tableaux de temps de guerre, vraiment, des gens qui entraient sidérés, traumatisés, les yeux dilatés par la peur, incapables de parler, dans des états de détresse majeure, les dents claquant. Et je me souviens qu'on s'appelait à l'époque, j'appelais le docteur Soula à Garches, le docteur Sandré à Créteil, puisque nous étions les 3 premiers, et on disait « mais tu reçois des gens dans le même état que moi ?» Et nous ne dormions plus, parce que c'était des tableaux de temps de guerre. Comment des gens qui allaient travailler comme secrétaire 8 heures par jour dans un service étaient dans des états pareils? Ce fut la deuxième difficulté pour nous, faire comprendre à nos collègues cliniciens, aux psychiatres à qui on envoyait ces patients, qu'ils présentaient des syndromes psychologiques tout à fait particuliers en réaction à ce qu'ils avaient subi sur le lieu du travail, et pas du tout des paranoïas qui tout d'un coup se seraient développées. Car bien sûr, quand nous envoyions ces patients en urgence dans les hôpitaux psychiatriques, nous avions droit au coup de fil. « Mais enfin, Madame Peset, arrêtez de nous envoyer des paranoïaques, on n'en peut plus. » Pourquoi? Mais parce que ces gens-là allaient tellement mal et avaient tellement de mal à parler qu'ils n'avaient que ces 3 mots à la bouche. « Je suis harcelée. » Page 18 du livre de Marie-France Irigoyen, c'est mon histoire. Et voilà, après ça, ils n'arrivaient plus à rien dire. En tout cas, nous nous sommes rendus compte, nous, que l'utilisation de nos théories habituelles, moi je suis psychanalyste, hein,
Donc, par exemple, la possibilité de retourner vers l'enfance pour savoir s'il y avait eu des traumatismes ayant fragilisé la personne en question. Mesdames et messieurs les visiteurs, la méditation de pleine conscience va commencer à 14h30, initialement prévue dans l'espace méditation. Elle aura lieu en plein air sur la place basse. Donc rendez-vous dans 5 minutes sur la place basse, sur les escaliers, pour la méditation de pleine conscience avec Giando Federico Procopio. C'était un intermède, comme le petit train de l'interlude d'autrefois. Voilà. En tout cas, vous le savez, ces patients qui arrivaient, ils s'accusaient de tout. Ils s'accusaient de la situation. Ils pensaient qu'ils en étaient responsables. Et très vite, nous nous sommes rendus compte qu'aller comme ça sur la culpabilité infantile, aller voir du côté de la relation au père pour expliquer des difficultés avec la hiérarchie, aller voir du côté du complexe de castration pour comprendre pourquoi cette femme n'arrivait pas à obtenir le même salaire que les hommes, eh bien cela devenait une maltraitance théorique s'ajoutant à celle qu'il subissait au travail. Tout ce que nous arrivions à voir, c'est qu'il existait dans le monde du travail des rapports de domination, qu'il y avait une subordination liée au contrat de travail, que le salarié, dans le Code du travail, est décrit comme la partie faible, et que pour aider ces salariés à émerger de leur état de stupeur, il fallait revenir les 3/4 du temps aux temps heureux où le travail se passait bien, où les collègues s'entendaient, où ils s'accomplissaient et où, de toute évidence, le travail incontestablement était un lieu de plaisir. Qu'il fallait aussi leur laisser du temps, beaucoup de temps, des entretiens de 2-3 heures pour décrire très précisément avec notre aide ce qui s'était passé dans leur entreprise, les évolutions de l'organisation du travail, les modifications de l'organisation du travail. Et puis bientôt, avec un peu de méthode, nous avons pu les aider à reconstruire ce qui s'était passé, le moment où les conditions de travail avaient basculé, jusqu'à les rendre malades. Et puis, avec un peu d'expérience, nous avons appris à les tirer d'affaire. Les parcours de ces premières consultations ont été très solitaires, parce que personne dans la communauté médicale ne partageait notre point de vue. Pour les psychiatres, c'était la structure psychologique de ces patients qui les mettait dans cet état-là. Pour les chefs d'entreprise, c'était la fragilité de ces salariés, et donc il fallait les éjecter, que venait redoubler le fait que ces salariés disaient « mais c'est moi, je n'en ai pas fait assez, je n'ai pas été à la hauteur, je suis devenu mauvais, je ne sais pas pourquoi ». Nous avons donc très vite construit un réseau, mis en place un groupe de réflexion avec des avocats, des inspecteurs du travail, des magistrats, des psychiatres, des médecins du travail, afin de réfléchir à ces nouvelles pathologies, à celles que Françoise Sironi appelle la psychopathologie des violences collectives. Et je vous conseille de lire son livre « Bourreaux et victimes » qui vous éclairera sur ces questions. En 2004, en revisitant toutes ces longues années de travail et constatant que la santé des salariés s'aggravait encore plus et que surtout les premiers suicides apparaissaient, voyant défiler dans nos consultations des guides de management prônant un management par la peur, qui portait un nom bien spécifique, la théorie du chaos. Il faut induire la peur chez le salarié, c'est ce qui était inscrit dans les guides de management, parce qu'il ne faut pas qu'il soit assis sur ses lauriers, et puis parce que comme il faut changer sans arrêt les organisations du travail, la seule manière de faire changer rapidement quelqu'un, c'est la peur. Alors attention au cadre, ne pas générer la terreur, parce que là, les gens sont plaqués au sol et ne bougent plus du tout. La peur est suffisante. C'est à ce moment-là que nous avons pris la décision d'ouvrir nos consultations aux documentaristes, en transgressant le secret professionnel, avec l'accord de patients infiniment courageux, puisque du coup, ils témoignaient à visage tout à fait découvert, tout en ayant bien sûr leur identité et le nom de l'entreprise parfaitement cachés. Nos avocats étaient là.
C'est ainsi que Sophie Bruno et Marc-Antoine Roudy l'ont filmé. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Puis Jean-Michel Carré, J'ai très mal au travail. Et enfin, le plus récent, La mise à mort du travail de Jean-Robert Vialet, qui a gagné le prix Albert Londres il y a 2 ans, montrant vraiment sans détour le poids de la macroéconomie sur les organisations du travail. En tout cas, les événements ont tragiquement donné raison à notre perception de la situation. Et il est vraiment regrettable qu'on nous ait traités de Cassandre pendant si longtemps, parce qu'il a fallu attendre ce nombre de suicides hallucinants chez France Télécom, plus de 50, concentrés dans cette même entreprise, pour qu'enfin on s'émeuve et qu'on voit se multiplier à la une des journaux des sujets sur la question, que des commissions parlementaires se réunissent, dont les rapports auxquels j'ai participé sont allés encombrer les tiroirs, les visites guidées dans les entreprises en question. Il y a eu à ce moment-là des bras de fer théoriques très puissants entre les chercheurs. Mais non, on vous dit que ce sont des harceleurs pervers. Et nous répondions non, ce sont des techniques de management pathogènes. Ce sont des techniques qui sont enseignées en interne, reproduites par l'organisation du travail. Il y avait bien évidemment aussi derrière tout cela des bras de fer commerciaux, vous vous en doutez. La souffrance au travail est un marché très juteux, tandis que nous travaillons dans nos consultations sans aucun financement, que nous lançons nos sites avec nos indemnités de licenciement. Des entreprises prospèrent sur le terrain des risques psychosociaux. Souvenez-vous aussi des savants calculs statistiques pour dédramatiser. Mais est-ce que 50 suicides, c'est un chiffre qui n'est pas finalement normal si on le rapporte à la population générale? Et nous répondions, un suicide, c'est 100% de ce suicide-là. En 2011, alors c'est vrai, la souffrance au travail a envahi le paysage jusqu'à la nausée et nous y sommes pour quelque chose. Nous avons porté une parole que nul ne voulait entendre à une certaine époque, mais il nous paraissait primordial de montrer la face obscure du travail derrière les spots braqués uniquement sur le gentil petit stress et le harcèlement, c'est-à-dire les vilains qu'on allait licencier et ensuite tout irait bien. Je vous conseille la lecture du livre de Cynthia Fleury, La fin du courage, qui moi, en tout cas, après mon licenciement, m'en a redonné. Elle écrit « Le contemporain est celui qui regarde l'obscurité comme une affaire qui le regarde et n'a de cesse de l'interpeller. Quelque chose qui, plus que toute lumière, est directement et singulièrement tourné vers lui. Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. Alors il ne faut pas détourner les yeux, même si ce que nous voyons nous accable, quelquefois. En tout cas, parce que je sais que le travail est un puissant moteur de santé individuelle et de santé sociale, il était important d'en montrer la face douloureuse, surtout là où on exerce, dans les hôpitaux. Il était important d'en montrer, bien évidemment, les côtés noirs. C'est pour cela qu'il nous est apparu important d'en montrer aussi les côtés positifs, les promesses, la beauté, et d'écrire donc un second livre, après Ils ne mourraient pas tous, le dernier avec Rachel Saada, qui est avocate, et Nicolas Sandré, qui est médecin-inspecteur, et qui s'appelle « Travailler à armes égales ». Il nous est apparu évident qu'il était temps de nous défendre tous debout, que le rouage central de résistance sur lequel nous pouvions travailler, c'était nous tous. Est-ce que nous tous, à un niveau individuel, nous nous sommes saisis suffisamment, profondément, de la dégradation de ce travail? Est-ce que nous pouvons dire, nous tous, ici, moi comprise, que nous sommes quittes de nos petits silences quotidiens quand quelqu'un se fait humilier pendant une réunion, de nos petites cécités quand on se dit « Oh là là, moi j'ai déjà assez à faire avec mes soucis, elle a qu'à se débrouiller avec les siens », de nos têtes tournées ailleurs quand il faudrait au contraire regarder. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes indemnes de nos petits consentements, de ces laisser-faire, tout ce qui est mis en place? Vous savez, un salarié docile,
oppose l'efficacité de son dressage à l'action critique. Et donc c'est là que se trouvent pour nous tous de puissantes marges de manœuvre à conquérir. Alors oui, c'est vrai, j'en suis la première à avoir payé lourdement. L'empêcheur de tourner en rond, celui qui ne se laisse pas faire, celui que nous appelons le salarié sentinelle, le senior qui dit « mais non, c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme vous nous dites qu'il faut travailler, ce qu'on va faire va être du boulot dégueulasse », c'est celui-là qui très vite va se retrouver mis au banc de l'équipe, qu'on va effacer de l'organigramme. C'est celui-là dont on dira aux collègues, on vous donne l'injonction de vous écarter de lui à la cafétéria et de le laisser seul. C'est celui-là dont on mettra en scène la disparition pour qu'il comprenne que s'il pouvait prendre la porte, ce serait absolument formidable. Résister à un ordre qu'on trouve un peu moche ou inopérant, injuste, n'est pas simple, j'en conviens. Nous avons tous peur au travail. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, on nous dit que nous sommes en crise. Vous en connaissez, vous, des crises qui durent tout le temps? Qui ne s'arrêtent pas? Crise après crise? Une crise, par définition, c'est quelque chose qui commence, qui est rapide et qui s'arrête. Et chaque année, on dit oui, mais la crise de notre civilisation, je veux bien. Mais la crise a bon dos pour que nous acceptions finalement des pratiques de consentement, de servitude volontaire, de laisser-faire, des choses assez innommables. Et au fond, la peur, la trouille que nous avons de perdre notre travail fait que nous baissons les bras et que nous perdons courage. Lisez Cynthia Fleury, vous verrez, elle arrivera à vous en redonner. Elle dit joliment « Chaque époque affronte à un moment de son histoire un seuil mélancolique. Et de même, chaque individu connaît cette phase d'épuisement, d'érosion de soi, où lutter, se battre n'a plus tellement de sens. Alors la peur au travail, il faut que vous appreniez à reconnaître comment elle est distillée dans les guides de management pour arriver à en désamorcer l'efficacité. Parce que ces guides de management, nous en sommes à tous les niveaux hiérarchiques, les courroies de transmission. Et il règne dans ce pays une conviction managériale hallucinante, reposant sur la certitude qu'un salarié français heureux va s'endormir et qu'il faut donc entretenir ce que Daniel Linhart, qui est sociologue, appelle très joliment sa précarité subjective. C'est-à-dire que même le fonctionnaire titulaire de son poste, même le CDI, il est comme ça au travail. Tellement on lui fait comprendre que la porte est ouverte et qu'on le poussera bien à la franchir s'il ne passe pas par les fourches codines qu'on est en train de lui montrer. En tout cas, cette précarité subjective, elle utilise des méthodes extrêmement spécifiques. L'entretien individualisé d'évaluation, qui ne porte jamais sur, comme dans les autres pays d'Europe, sur ce qui vous a manqué pour atteindre vos objectifs, sur qu'est-ce qu'il vous faut l'année d'après pour y arriver, sur est-ce que vous vous êtes senti bien cette année au travail. C'est jamais ça, un entretien d'évaluation. C'est « Ah, bravo, monsieur Dupont, vous avez atteint vos objectifs au mois d'octobre. Formidable. Alors, pas d'augmentation parce qu'on ne peut pas, mais 20% d'augmentation de vos objectifs pour l'année prochaine puisque vous êtes si rapide. » La désagrégation des collectifs. Les guides de management sur la théorie du chaos sont extrêmement explicites. Pulvériser les collectifs de travail. Séparer géographiquement les équipes. La comptabilité à Nation, le DRH à la Défense, des emplacements en province, le PDG, si possible, à Dubaï, qui va donc piloter tout ça de très loin. Mais ça marche remarquablement bien, bien évidemment. Et puis surtout, cette précarité subjective, l'entretenir en attaquant le poste de travail. Alors, je ne reviens pas sur les open space, il y a eu des livres délicieux et efficaces écrits sur la question, l'open space m'a tué. Mais il y a aussi cette notion que... Mais non, Madame Pesé, vous n'avez pas de bureau, il va falloir vous y faire, il n'y a pas de bureau pour vous, vous allez vous-même dans le bureau qui est libre. Oui, mais vous savez, je suis psychologue et donc pour mes patients, c'est important que je puisse les accueillir dans un cadre stable et permanent.
Non, 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 vous allez prendre le bureau qui est libre, et puis c'est comme ça. Mais c'est pas que moi, hein, c'est le technicien, l'ingénieur qui dessine des modèles de voitures, qui arrive le matin au technocentre, qui s'arrête à la conciergerie pour prendre la clé du bureau qui est libre. Vous vous rendez compte, dans une période où Carlos Ghosn est capable de demander à ses ingénieurs, pour sauver l'entreprise, de dessiner 17 modèles de Logan, vous vous rendez compte ce que ça représente comme effort, hein, pour cette masse d'ingénieurs brillants, ce sont des cadres sup, hein. Eh bien, il nous paraît à tous logique que si nous avons bien travaillé sur quelque chose, pouvoir laisser là toute notre construction professionnelle sur la table de notre bureau, partir, rentrer chez nous et revenir le lendemain matin et reprendre la réflexion sur un espace qui n'a pas bougé, c'est quand même le plus intelligent. Pas du tout, pas du tout. On va vous mettre là où il y a un espace libre. Quels sont les abrutis qui ont inventé des organisations du travail qui sont aussi peu ergonomiques, qui font si peu de cas de la pensée de ces salariés si intelligents? Ça ne sert qu'à vous dire, aujourd'hui, hein, je vous donne la clé de votre bureau, mais faut être sage. La masse grandissante des chômeurs et des SDF, elle est là aussi, hein, bien sûr, pour contribuer à nous rendre tout à fait sûrs que la servitude volontaire, c'est peut-être une bonne idée pour garder son travail. En tout cas, l'invisibilité de cette peur sociale organise la société du consentement, de la capitulation, du mépris des autres et du mépris de soi. Car je sais bien, pour l'avoir fait moi aussi, qu'on peut avoir honte de ne pas avoir réagi, de se dire « j'avais pas le choix ». Vous savez, j'ai dû voir en 16 ans 900 patients par an. C'est une question que nous, cliniciens du travail, nous posions toujours à la fin de l'entretien. Là, nous venons de passer en revue votre situation. Si ce n'était pas un harcèlement, c'est quand même une situation grave. Est-ce que quelqu'un s'est occupé de vous? Non, personne. J'étais isolée. Et avant qu'il vous arrive ça, quelqu'un d'autre était visé. Ah oui, c'était ma collègue. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. C'est important, hein, que celui qui est, entre guillemets, harcelé ait cette réflexion. Que c'est bien parce que les organisations du travail nous isolent les uns des autres, nous mettent en rivalité les uns avec les autres. Dans les grands magasins, dans les arrière-salles, dites salles de repos, il y a ce qu'on appelle des pick flows. Il y a des panneaux où chaque vendeur est représenté par une pastille de couleur et où en temps réel, on recense ses ventes et où donc le chef d'équipe peut vérifier le rendement de chacun d'entre eux. En temps réel, vous imaginez quelle pression est mise sur le salarié français? Le salarié français qu'on dit paresseux et soucieux uniquement de ses RTT, alors que nous sommes 3e au rang mondial en productivité horaire, derrière la Finlande et les États-Unis. Quand est-ce qu'on vous dit ces chiffres-là? Le salarié français est 3e au rang mondial en productivité horaire en 35 heures. Juste derrière, ce qui veut dire qu'il travaille de manière encore plus intensive que les Américains. Non, c'est pas ce qu'on nous raconte. On nous ressort les stéréotypes habituels. Oh, mais les Français, moins ils travaillent, plus ils sont contents. Alors cette peur qui est organisée, c'est important que vous arriviez à en comprendre la construction. La déconstruction de cette peur, c'est ce qui vous donnera du courage. Donc il faut que vous arriviez à comprendre de quoi vous avez peur, comment on vous fait peur, comment on construit la solitude au travail. Entretenue par la perte des temps morts, par la disparition des pauses café, par des réunions qui sont extrêmement peu conviviales, qui sont des réunions souvent artificielles et qui évitent la délibération autour du travail réel et des difficultés rencontrées. Surmonter sa peur, c'est pouvoir travailler avec les autres, avoir des échanges avec les autres,
Surmonter sa peur, c'est pouvoir se dire qu'on aura le soutien de sa hiérarchie en cas de difficulté. C'est qu'on pourra compter sur le collègue d'à côté si on a un pépin. Comment est-ce qu'on peut compter sur le collègue d'à côté si lui c'est la pastille jaune et vous la pastille rouge et que c'est celui des deux qui vendra le plus qui aura la prime à la fin de l'année? Dans un monde de polyvalence, de turnover, de délocalisation, où se construisent les équipes? Surmonter sa peur, c'est aussi connaître ses droits. Le droit du travail, le salarié français ne le connaît pas. Il part dans le monde du travail sans être un salarié averti. Or, ce droit du travail en France, je peux vous assurer, en tant qu'expert judiciaire qui depuis 15 ans suit les jurisprudences, que nos magistrats, qu'on critique tant, ont fait un travail jurisprudentiel éblouissant. Est-ce que vous savez ce qu'est l'arrêt SNECMA? Vous connaissez les prérogatives de l'employeur. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous les rappeler. Un employeur a un pouvoir de direction dans son entreprise et c'est bien normal. Il a un pouvoir d'organisation du travail et c'est bien normal. Et il a un pouvoir disciplinaire et c'est bien normal aussi. Mais il a aussi, depuis 2000, depuis les arrêts amiantes, ce qu'on appelle une obligation de sécurité de résultat quant à la préservation de la santé physique et mentale des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit tout mettre en œuvre en termes de résultats, pas de moyens, de résultats, pour que vous ne tombiez pas malade, ni psychologiquement, ni physiquement, au travail, sans quoi il peut être poursuivi pénalement. Le procès de l'amiante, c'est ça. C'est vous dites que vous ne saviez pas qu'à tant de fibres d'amiante, vos ouvriers risquaient un mésothéliome, un cancer du poumon. Mais à cette époque-là, il y avait des publications scientifiques qui le démontraient déjà. Et en tant que chef d'entreprise, vous avez une obligation de résultat et pas que de moyens. Donc vous êtes obligé désormais de vous renseigner au summum de la science à une époque donnée pour protéger vos salariés. Est-ce que vous connaissiez cette obligation de sécurité et de résultat? Non. L'arrêt SNECMA, il est extraordinaire. Dans une entreprise classée Seveso, donc comportant des risques, le nouveau directeur d'entreprise décide de supprimer le second salarié de garde. Vous savez que sur les secteurs à risque, les salariés sont toujours en équipe, parce que si l'un des deux fait un malaise, bien évidemment, il faut que l'autre puisse être en alerte sur le site. Pour faire des économies, il décide de supprimer le deuxième salarié. Le CHSCT va au tribunal, gagne en première instance, le PDG fait appel, le CHSCT gagne en cours d'appel, bien évidemment, donc le chef d'entreprise va jusqu'en cour de cassation. Et là, les juges ont rendu en 2008 un arrêt extraordinaire. Je vous rappelle qu'en cour de cassation, ça fait jurisprudence et que tout le monde doit s'y soumettre. Le pouvoir de direction de l'employeur est inférieur à l'obligation de sécurité de résultat. Je pense qu'il n'y a pas en France un chef d'entreprise qui connaît cet arrêt. Mais ce serait bien que les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les membres de CHSCT le connaissent. Alors, si vous cherchez des textes, des jugements anonymisés, des conseils, vous allez sur le site souffrance-et-travail.com où vous trouverez en accès libre absolument tous les documents sur la manière de préserver sa santé au travail, sur la manière, bien évidemment, de se défendre, de construire son dossier, sur qui aller voir pour se faire aider. Souffrance-et-travail.com. Surmonter sa peur, c'est donc connaître ses droits. C'est aller voir l'employeur, mais pas du tout pour l'enfoncer, parce que oui, il y a des employeurs pas très corrects, mais il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises où le chef d'entreprise, il fait comme il peut, il n'a pas forcément les moyens de faire bien. Allez le voir et lui dire, écoutez, voilà, maintenant vous avez une obligation de sécurité de résultat. Et donc nous devons ensemble nous mettre autour de la table pour essayer de faire la liste des risques que nous courons dans le travail et de voir comment y faire face. Ça peut être une bonne manière de revenir sur le travail. En tout cas, faute de maîtriser les données juridiques, un salarié
par travailler en étant impuissant et isolé en face de collègues tout aussi impuissants que lui. Vous devez savoir quels sont les acteurs de prise en charge et de référence dans et hors de l'entreprise, à quoi chacun d'entre eux peut vous servir. Vous devez savoir qu'un inspecteur du travail a un secret professionnel et qu'il ne bougera pas si vous n'écrivez pas, vous, à l'employeur. Vous devez savoir que chaque métier a comme ça ses règles de métier et que la plus belle fille du monde ne peut pas donner plus que ce qu'elle a et qu'il faut que vous appreniez à demander ce qu'il faut à la bonne personne. Mais peut-être que le piège le plus lourd, c'est justement le piège de la reconnaissance. Parce que vous tous qui travaillez, comme moi, quand vous travaillez corps et âme. Hein. On n'est pas là à dire aujourd'hui je vais investir 48% de ma force motrice et de mon psychisme dans la journée de travail. On y va et on s'y donne. Et on y va sans demi-mesure. En tout cas, du coup, on perd tout recul sur la manière dont nous travaillons. Nous sommes dedans, la tête dans le guidon, souvent submergés en état de reddition émotionnelle à cause de cette hyperactivité. Nous n'avons pas les moyens de faire un pas de côté pour réfléchir à ce qu'on nous impose. Les autres sont tout autant mis sous pression. Nous n'avons pas non plus l'autonomie morale nécessaire et la faiblesse de la syndicalisation rend quelquefois l'action des syndicats totalement caricaturale au lieu d'être efficace. Alors vous défendre implique que vous acceptiez d'avoir une démarche volontaire, individuelle. Ce rapport au travail va faire de vous un salarié plus averti, doté de connaissances en ergonomie, juridique, psychosomatique, pourquoi pas. Ça ne fera pas de vous un salarié désenchanté, mais un salarié qui sera devenu un sujet de droit. Et puis, il faut surtout que vous arriviez à comprendre les fausses reconnaissances dans lesquelles on vous engage. Vous êtes toujours allé travailler pour être reconnu. Jugement de beauté, jugement d'utilité, me construire, partir le soir en ayant eu un compliment. Vous vous rendez compte les millions d'euros qu'on investit dans les audits, dans les luttes contre le stress, alors que dire merci à un subordonné qui a bien travaillé ne coûte rien, strictement rien comme investissement. Celui qui travaille n'obtient donc jamais la réciproque de ce à quoi il consent, de tout ce qu'il investit, corps et âme, dans son entreprise. La seule chose qui vous rendra ce que vous donnez, c'est le travail lui-même. Parce que ça, on ne peut pas vous le voler. Quand vous coltinez le travail, oui, on y arrive, c'est vrai. Mais à vous alors d'en faire l'analyse. On peut aussi vous voler ça. Mais même si vous avez dû accomplir une tricherie dans votre coin pour que le travail se fasse bien et que votre usager est parti content, ben ça, personne ne peut vous le voler quand même. En tout cas, ce qui est grave dans les organisations du travail actuelles, c'est que votre désir d'épanouissement est instrumentalisé. On vous dit que vous devez être autonome, que vous devez vous débrouiller pour tracer vous-même vos objectifs, enfin le plus haut possible quand même. C'est-à-dire qu'on vous transforme en chef d'équipe et salarié dans le même corps, en bourreau et victime dans le même corps. Vous êtes tous auto-entrepreneurs de vous-même sur ces postes-là. Et donc, du coup, chacun pour soi. Comment travailler avec les autres et créer des équipes et coordonner les savoir-faire Donc, il va falloir essayer de comprendre ces organisations du travail qui traitent désormais le corps des salariés comme un objet d'échange, polyvalent, employable, comme on dit, interchangeable, inoxydable, en laissant de côté toutes les impasses que nous avons à régler. Et puis, il va falloir mobiliser les responsables aussi. Assez de commissions, assez de rapports, assez de recherches, assez de chiffres, assez de réflexion, assez d'expertise, assez d'audits, assez de recherche de l'indice réel quantitatif, assez de décompte des suicides.
Le courageux, dit Cynthia Fleury, est celui qui ne délègue pas à d'autres le soin de faire ce qu'il y a à faire. Alors, si nous pouvions tous ensemble, par ces temps de solitude au travail, en mettant en commun nos savoir-faire et nos compétences, essayer d'empêcher ceux qui chutent de chuter, nous pourrions à ce moment-là nous dire, ça y est, enfin, tous ensemble, nous travaillons à armes égales. Je vous remercie. Bien évidemment, les guides de management qui sont utilisés sont anglo-saxons. Mais ces guides anglo-saxons sont appliqués finalement dans un contexte culturel qui n'est pas un contexte anglo-saxon. C'est vrai qu'un salarié américain, ma fille a vécu 10 ans et je connais bien le monde du travail aux États-Unis, peut être viré dans la seconde. Mais parce que là-bas, on est dans un droit oral et non pas écrit comme le droit romain. Parce que quand vous dites bon, tu t'en vas parce que j'ai plus de boulot pour toi, bah effectivement, comme dans tous les feuilletons, on prend son carton et on s'en va. Mais de la même manière, quand un manager vous embête, on prend aussi son carton et on s'en va. Hein. Donc le harcèlement moral n'est pas aussi répandu qu'il peut l'être en France, où malheureusement le contrat de travail, c'est triste à dire, est un piège terrifiant. Vous savez, en psychosomatique, on dit bien que pour lutter contre les situations traumatisantes, très aiguës qu'un être humain doit affronter, il n'y a pas 36 voies possibles. Il y a ce qu'on appelle la voie de l'élaboration mentale. Hein. Si vous voyez venir un danger, ben vous anticipez, vous avez peur, mais vous cherchez des moyens de vous défendre. Et quand le danger arrive, vous avez pu, par anticipation, vous y préparer. À la limite, vous pouvez même utiliser le deuxième grand moyen de vous défendre, qui est la fuite sensorimotrice. Quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas répondre, parce qu'autrement, on vous donne un blâme et un avertissement disciplinaire. Donc, impossible d'argumenter, de parler, de discuter, surtout quand en face, c'est une question de mauvaise foi. Et vous ne pouvez pas partir parce que démissionner vous fait perdre vos droits sociaux dans le privé, et je ne parle pas du public où c'est encore plus grave. Donc on voit comment finalement le contrat de travail, ses côtés positifs, mais aussi ses contraintes, deviennent les deux mâchoires d'un piège terrible pour le salarié, qui très vite bascule dans ce tableau de stress post-traumatique qui nous a tant frappé les premiers temps où nous les recevions, parce que, voilà, les défenses sont totalement débordées. Donc la donne n'est pas la même en France. De surcroît, aux États-Unis, vous déménagez facilement, parce que culturellement, même si nous, on peut trouver ça artificiel, quand vous emménagez, vous aurez dans les 10 minutes la voisine avec son assiette de brownies pour vous inviter à l'église le dimanche suivant. En France, si on vous déménage de la Bretagne dans le sud-ouest, vous allez rester longtemps tout seul avant qu'on vienne vous voir. Et puis, on ne se déplace pas comme ça, parce que les femmes françaises travaillent elles aussi, et faire bouger 2 emplois, et faire quitter à des enfants. Voilà, c'est plus compliqué, parce que le français, dans un territoire plus petit, qu'il est attaché à ses particularités, du terroir, comme il dit, et donc cette application au pied de la lettre des méthodes anglo-saxonnes se heurte à un contexte culturel complètement différent. Le drame chez France Télécom, c'était ces mobilités forcées, hein, du jour au lendemain. Ben, vous partez à l'autre bout de la France. Oui, mais mon épouse et mes enfants, vous partez demain à l'autre bout de la France. Et mobilité, changement de métier. Un docteur en mathématiques qu'on met sur un plateau téléphonique. C'est-à-dire un mépris complet de ses compétences, de son niveau. Voilà pourquoi nous sommes regardés par les journalistes du monde entier comme un cas étrange, et voilà pourquoi je persiste à dire que le management français repose sur des stéréotypes sur le salarié français. Hein. On a d'un côté le patron français dans toute son horreur, et de l'autre côté le salarié français dans toute sa paresse.
Et les rapports sociaux dans ce pays sont minés à la base par cet affrontement de stéréotypes. Encore une fois, quand on regarde les chiffres, on est vraiment étonné qu'ils ne circulent pas davantage. On nous bassine depuis des années avec la nécessité de trouver un indicateur chiffré fiable. C'est l'État qui paye la DARES, l'INRS, l'INVS, les 3 enquêtes SUMER. C'est l'État qui a payé ces enquêtes épidémiologiques qui sont faites tous les 2 ans et qui donnent donc des chiffres absolument évidents sur l'aggravation de l'état de santé des Français au travail. Donc pourquoi faut-il encore payer des cabinets privés pour établir je ne sais quel indicateur enfin objectif de la souffrance au travail? Vous voyez, ce sont ces paradoxes qui sont impressionnants pour les journalistes à l'extérieur. C'est différent du réseau pays d'Europe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'ailleurs, les violences n'existent pas, hein, mais c'est très tordu dans ce pays. C'est très tordu. Bien sûr qu'ils n'ont toujours pas compris, mais c'est parce que les choses se présentent un peu différemment de ce que vous exposez. Quand vous parlez de ce patron qui met son entreprise sous tension, il arrive à la mettre sous tension parce que tout le monde en dessous obéit. Hein. Si l'encadrement n'obéissait pas, nous n'aurions pas ce type de problème. Donc ça n'est pas pour rien que Christophe Dejour a développé la notion de stratégie collective de défense. Il y a une adhésion de l'encadrement à une idéologie bien spécifique qui fait que, encore une fois, nous sommes tous, à tous les niveaux, les rouages de ce type de domination et que ce n'est pas forcément le patron à la tête qu'il suffira d'évacuer, mais à nous, encore une fois, d'être plus autonomes. Par ailleurs, moi j'ai cessé d'attendre que l'État se bouge depuis fort longtemps. Après avoir fait plusieurs commissions parlementaires, sénatoriales, j'ai bien vu comment travaillaient nos députés, nos sénateurs. Ils font venir de la société civile, non pas les plus experts, mais ceux qu'on voit le plus dans les médias. Les rapports qui sont faits par des Sherpas remarquables. Si vous allez sur notre site, vous trouverez le rapport de la commission Copé, et ceci sans orientation politique de ma part. Le rapport montre extrêmement bien que la souffrance au travail coûte 4,5 points de PIB. Donc les chiffres, on les a. On sait qu'on ne peut pas tout déclarer en maladie professionnelle parce que les tableaux sont insuffisants, parce qu'en plus, si on est déclaré en maladie professionnelle, on peut risquer son poste, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut une enquête. On sait que la sécurité sociale demande aux médecins de faire des économies d'arrêt maladie, alors que nous disons que si on ne peut plus arrêter les gens et les sortir immédiatement de ces contextes, eh bien le nombre des suicides va augmenter. Donc je pense que tout le monde sait, sauf que tout le monde attend que l'État se bouge et que l'État est désarmé, car la problématique est devenue complexe. C'est pour cela que je vous renvoie à votre action individuelle sur le terrain. Quand vous voyez quelqu'un dans une réunion qui commence à pâlir ou à verdir et qu'on vient d'humilier, peut-être que vous n'aurez pas la force de vous opposer au manager qui ne se comporte pas bien. Et puis, ce n'est pas la peine de vous mettre en danger, mais en sortant, vous pouvez prendre ce collègue par la main et lui dire « Viens, on va tout de suite chez le médecin du travail pour qu'il écrive dans ton dossier de médecine du travail le malaise que tu es en train de faire et que je dise que c'est bien au cours d'une réunion publique où tu as été humilié que ça a eu lieu. Et puis je te donne la liste des consultations de pathologie professionnelle. Il y en a 50 en France. Je te donne la liste des consultations souffrance et travail. Il y en a 34. Nous avons un maillage de prise en charge exceptionnel dans ce pays. Donc c'est à vous de dire aussi, nous allons bouger chacun dans notre quotidien et essayer d'être solidaires les uns des autres. L'État dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il mette plus de moyens? J'ai reçu des coups de fil de taupes demandant comment était financé mon site. Et quand j'ai dit que c'était avec mes indemnités de licenciement, on m'a raccroché au nez. On cherche à savoir, mais zut alors, on l'avait licenciée, elle est toujours vivante. On l'a fait sortir par la porte et elle revient par la fenêtre.
On ne pourra pas vous empêcher d'être des salariés avertis, d'être des sujets de droit. Vous avez encore une fois avec vous des magistrats, vous ne le savez pas parce que c'est un monde qui vous paraît loin de vous, mais qui sont en train de mettre des bornes d'arrêt à ce démantèlement social. Donc je vous en supplie, allez sur les sites spécialisés, lisez, renseignez-vous, gardez ces adresses pour aider les gens autour de vous, qu'au moins ils aillent consulter plus tôt pour être moins abîmés. 80% de nos patients retrouvent du travail et vont bien. On ne travaille pas quand même dans la douleur partout, dans toutes les entreprises. Et puis si nous modifions notre posture quotidienne, alors l'ambiance au travail pourra changer. Donc moi, je n'attends plus rien d'en haut, je fais mon travail à mon niveau, de là où je suis, citoyenne parmi les autres. Voilà, donc vous citiez la encore théorie du chaos, oui. Et je voulais savoir qui sont les auteurs du livre. Docteur Peter Kruse. C'est le docteur Peter Kruse. Ce sont les grands cabinets anglo-saxons qui organisent, qui mettent sur pied les organisations du travail actuelles, comme le Lean Manufacturing, qui actuellement, depuis quelque temps, est probablement ce qui met le plus à mal le salarié français. Alors au départ, ces organisations du travail que les chefs d'entreprise français, les petites et moyennes entreprises, ils n'ont pas les moyens de se payer des ergonomes, hein, il ne faut pas rêver, hein, ni des psychologues du travail, ils ont déjà du mal à payer le médecin du travail, donc ils vont acheter dans des cabinets des modèles organisationnels clés en main. Le Lean, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de partir d'une bonne intention. Je vous conseille de regarder le 3e volet de la mise à mort du travail, la trilogie sur la mise à mort du travail qui s'appelle La Dépossession. On filme pendant 1 an dans un atelier de Fenwick la mise en place du Lean Manufacturing. Et donc, il y a des équipes externes et tous les salariés de l'atelier qui sont observés dans leurs déplacements. On mesure, hein, mètre à la main, combien de temps le salarié met pour aller chercher dans la caisse à boulons le boulon numéro 4 dont il a besoin. Bon, tout ça a l'air très ergonomique, hein, biomécanique, intelligent en apparence. À la fin de l'année, à quoi aboutit-on? Effectivement, on a resserré tous les déplacements, on a remis les postes là où ils devaient être. Et qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? D'abord, une recrudescence des TMS, parce que le fait que les salariés soient cantonnés dans des espaces restreints avec des déplacements encore plus restreints est extrêmement mauvais pour les chaînes articulaires, notamment la chaîne postérieure, et donc plus de TMS. Et puis surtout, on a abouti au résultat qu'on peut virer 1/3 des salariés de l'atelier puisqu'il y a moins de déplacements et que ça a augmenté la productivité. Donc on a fait travailler une équipe de travail à virer 1/3 des membres de l'équipe en question. C'est ça le Lean Manufacturing, vous voyez. Ça part toujours d'une bonne intention et ça aboutit toujours à la même solution. Si on n'est pas informé sur ces techniques-là, et vous la subissez, la technique, vous la voyez même pas venir. C'est génial, on a des ergonomes qui sont dans l'atelier, qui nous apprennent, qui nous ont mis les boulons là, c'est beaucoup plus pratique. C'est génial. Ben oui, sauf qu'à la fin de l'année, le collègue qui faisait le boulot à côté de vous, on n'a plus besoin de lui. Parce qu'à vous tout seul, vous arrivez à en faire autant. C'est là hein, où il faut être un salarié averti. Et je crois surtout que le psychologue du travail permet de dépsychologiser les situations. Hein, en face d'un chef d'équipe qui dira « oui, mais c'est parce qu'elle est fragile », un psychologue du travail pourra dire « c'est une salariée sentinelle, c'est la première à craquer, il faudrait quand même voir sur ce service depuis combien de temps les gens vont pas bien, parce que celle-là est celle qui va le plus mal, mais on ne sait pas dans quel état sont les autres. Allons voir du côté du travail et pas du côté de la psychologie individuelle. Alors, c'est extrêmement rare que le médecin du travail ne veuille pas.
Il vaut mieux que vous soyez envoyé par le médecin du travail pour une raison très simple. C'est que vous savez qu'un médecin du travail ne peut pas prescrire, ce n'est pas un médecin prescripteur. Il y a un seul examen qu'il peut prescrire, c'est ce qu'on appelle un examen spécialisé. Donc ça va du scanner à l'examen psy par une consultation de souffrance au travail. Si c'est prescrit par lui, c'est pris en charge par l'employeur. Cela fait donc le lien avec le travail. Première chose positive. Deuxième chose, ça lui donnera des billes pour vous aider en interne, parce qu'il aura donc un avis extérieur pour comprendre dans quel état vous êtes. Est-ce qu'on peut vous retrouver un poste en interne? Est-ce que c'était un accident de parcours, un simple conflit? Est-ce que c'est véritablement une situation de harcèlement? Est-ce que c'est fichu, grillé? Et auquel cas, il ne faut pas oublier que si l'employeur ne veut pas vous licencier et qu'il vous laisse pourrir dans la situation, le médecin du travail sera le seul à pouvoir prononcer l'inaptitude à tout poste qui permettra de vous dégager de la situation et d'obtenir que vous soyez licencié en préservant vos indemnités et votre accès aux assédiques. Donc il faut être pragmatique. Le passage par le médecin du travail est important pour cela. Comment? S'il refuse, c'est bien rare, surtout à Angers où il y a... écoutez, alors vraiment, si dans la région d'Angers, qui est la mieux formée de France, il y a des médecins du travail qui refusent, vous me le dites, parce que c'est pas possible. Ah oui, ça c'est... Bah, écoutez, c'est pas grave. Arrivez avec un certificat de votre médecin généraliste. Vous serez accepté. Le docteur Marie-Pierre Guillaubailly est installée dans le privé maintenant. Vous trouverez son adresse, elle est psychiatre. C'est elle qui dirigeait la consultation à l'hôpital d'Angers. Donc vous trouverez ses coordonnées privées sur le site à info utile, liste utile. Et vous allez la voir, vous serez remboursé de la même manière et elle vous aidera. Ben si, pour certaines personnes, c'est important. Alors, vous le savez, les patients nous arrivent dans des états très graves. Nous sommes donc obligés d'aller du côté des prises en charge un peu dures. Arrêt maladie, avocat, psychiatre, pour une raison simple. C'est que si le patient a plus ou moins longue échéance, le moins longtemps possible, aboutit à l'inaptitude, il faut un dossier bien étayé. Donc il faut un dossier avec un psychiatre, avec des médicaments qui sont pris ou pas pris, mais qui sont prescrits et achetés. Et en tout cas, si j'écris sophrologie, le médecin conseil de la Sécu, ça ne passera pas, vous le savez. Le magistrat, s'il reçoit un dossier où le patient a été pris en charge par un sophrologue, il va me dire « Madame Pesé, qu'est-ce qui vous arrive ?» Il faut prouver. Et vous savez qu'en France, nous sommes dans l'oligarchie du pouvoir médical. Et hors médecine, il n'y a pas grand-chose qui pèse du poids, même mes compétences. Donc ce sont souvent des médecins qui sont nécessaires en première intention. Qu'ensuite, quand les gens vont mieux et que surtout on les a sortis du milieu hostile et qu'ils savent qu'ils n'y retourneront pas, là toutes les formes de prise en charge peuvent être mises en place. De l'ostéopathie à la sophrologie, en passant par le yoga, la relaxation. Nous avions à une époque à Nanterre un médecin du travail qui nous enseignait le yoga à la DRH, à l'infirmière du travail et à la psychologue du travail, ainsi qu'à moi. Tous les lundis matins, on commençait comme ça avant de parler des salariés en danger. Vous voyez, ça, nous ne sommes pas contre, mais vraiment dans les dossiers, c'est pas ça qu'il faut mettre. Donc il faut être très rigoureux dans ce qu'on met en avant dans un dossier. C'est important. Oui, c'est sûr que c'est une catastrophe. C'est pour ça que je vous indiquais les consultations de pathologie professionnelle. Parce que lorsque le médecin du comité médical reçoit un courrier d'un clinicien de pathologie professionnelle, et encore une fois, il y en a dans les 50 CHU français, l'avis en question est pris en compte.
Donc n'allez pas ailleurs que dans ces services-là. Les comités médicaux, c'est très très particulier, hein. Donc il faut savoir les attraper dans le sens du poil avec des arguments de valeur, et il ne faut pas aller dans une consultation souffrance et travail. Allez dans les consultations de pathologie professionnelle. D'accord? Voilà. Alors, c'est moi qui vous demande une dernière chose. Comme ce site est soutenu sans aucun budget, nous avons obtenu d'Amazon qu'il nous reverse tout achat de 10% de tout achat de livres qui serait fait à partir du site. Donc si vous allez sur le site Souffrance et Travail, vous avez la boutique Amazon qui vous donne accès à exactement tout ce qui se trouve, hein, sur Amazon si vous y allez directement. Et si vous achetez un livre par le site, ça permet de le soutenir un petit peu. On a gagné 75 € le mois dernier. Et ben, ça permet d'aider un tout petit peu notre webmaster. Voilà. Donc merci de nous aider de cette manière-là.